Yorana à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour ce 20e Salon du Livre, encore une fois. Et aujourd'hui, enfin maintenant, on se retrouve avec Heymanu des éditions des Mers Australes. Yorana, Heymanu. Voilà, bah écoute, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur l'histoire un petit peu des éditions des Mers Australes? Oui, alors c'est une maison d'édition qui a été créée par mes parents en 1986. À cette époque, mon papa était professeur des écoles et il était triste en fait de ne pas pouvoir avoir de support écrit, d'histoires écrites avec des histoires d'ici, locales, auxquelles les enfants auraient plus de facilité peut-être à s'imaginer, à se transférer dans les histoires, parce qu'en fait on avait le petit chaperon rouge, on avait des histoires avec des pommiers et il trouvait ça hyper dommage, lui qui est tombé amoureux en fait de la Polynésie, et du coup avec un groupe d'amis qui étaient aussi professeurs des écoles, ils ont décidé de faire la première histoire polynésienne qui s'appelait, je crois, Le requin fantôme ou Le petit nuage rose, et c'est comme ça qu'en fait est né, enfin au début l'idée c'était pas de faire une maison d'édition, mais c'est comme ça qu'est né le premier ouvrage des éditions des Mers Australes. Et au fur et à mesure, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une demande, qu'il y avait un besoin des locaux, des Polynésiens comme des métropolitains, en fait. Et du coup, au fur et à mesure des années, ils se sont développés. Et aujourd'hui, on est content de pouvoir faire partie des maisons d'édition importantes, on va dire, de la Polynésie, quoi, hein. L'idée, c'était un petit peu que les Polynésiens, les jeunes Polynésiens, les enfants se reconnaissent aussi dans les histoires, qu'ils retrouvent des références culturelles. C'est ça, qu'ils puissent se retrouver dans les histoires. Après, on ne dit pas qu'on fait des histoires avec un objectif de morale et tout ça. C'était vraiment plus pour pouvoir avoir quelque chose à proposer aux enfants, et aussi parce qu'ici, on est plus sur une culture orale et pas forcément écrite, et que c'était une manière de rendre l'écriture plus agréable. C'est sûr que quand tu as plus d'attirance sur une histoire, tu t'intéresses plus à la lecture. Enfin, tu vois, c'est un ensemble en fait, et c'est ce qu'il a voulu faire. D'accord. Et du coup, ces ouvrages, ils ont trouvé aussi un écho dans le milieu scolaire, alors certainement? Oui, alors au début, surtout avec une petite revue que mon papa avait fait qui s'appelait la revue Pays Coco, qui a duré plusieurs années et qui a eu un gros succès. C'est pas pour me vanter, mais c'est vrai que ça plaisait beaucoup aux enfants à l'époque, parce que ça a été le premier petit magazine en fait qui a été fait pour les enfants d'ici. Il y avait une BD, il y avait une activité, il y avait une recette de cuisine et il y avait une histoire. Et moi je m'en souviens, j'étais petite à l'époque, mais je m'en souviens quand on rentrait à la maison, dans la circulation, et on voyait des enfants lire la revue qui coûtait, je crois, 100 ou 200 francs à l'époque dans la voiture, et je pense que pour mon papa ça devait être hyper flatteur de voir ça. Enfin, ça doit faire plaisir, quoi, hein, de voir que ça plaît, et de voir que ce soit les enfants qui fassent la démarche de devoir acheter, parce qu'on les vendait dans les écoles en fait directement à cette époque. Donc maintenant elle n'existe plus, hein, cette revue. Mais... Et à travers toutes ces années, combien d'ouvrages est-ce que vous avez sortis jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée? Oui, on a à peu près 80 ouvrages, mais ça compte aussi les livres pour adultes qu'on a publiés à un moment, qu'on a édité à un moment, mais finalement on se sent plus à l'aise dans la littérature pour jeunesse. Du coup, on a arrêté cette partie, et maintenant on se consacre à 100% pour les enfants. Donc les enfants, c'est la ligne éditoriale, c'est s'adresser aux enfants du Oui, c'est ce qu'on préfère. Je crois que c'est parce qu'on est un peu enfant aussi, nous. Du coup, c'est bien. C'est pour ça. Et je crois qu'aussi les éditions des Mers Australes a travaillé aussi sur de l'animé, sur des choses aussi, c'est-à-dire passer du livre, d'une histoire qui est écrite et puis qui est contée aussi, parce qu'elle peut être lue à voix haute, à quelque chose d'animé comme ça. Alors ça, c'est pas les éditions des Mers Australes, mais c'est vrai que c'est rattaché, parce que Monsieur Guiwala, mon père, est aussi un fan de dessins animés, et en fait, depuis le tout début, il a commencé à faire des animations pour lui, et puis il a voulu créer son propre studio de dessin animé, et de là il s'est appuyé sur des ouvrages qu'il avait fait, et notamment sur la légende de Makayanui, où il a fait un dessin animé qui dure 20 minutes, je crois,
tout seul et ça a duré des années. Et du coup, quand il est sorti, ben, déjà, tu te dis, il a réussi, quoi. Et en plus, voilà, du coup, il y a un dessin animé, un ouvrage, et ensuite, on a refait une autre animation avec les 14 comptines. Et là, il est en train de faire une autre petite animation avec notre collection Raro, qui est pour les tout petits, pour les enfants de 2-3 ans, quoi. Et du coup, ils sont en train de faire une animation sur ça. D'accord. Et au niveau des collections, donc tu dis il y a pour tout petit, ensuite il y a des histoires pour les enfants, il y a aussi des livres audio. Enfin... Oui, en fait, on essaye de proposer une gamme assez large, pas forcément que des albums et que des histoires, mais aussi des livres CD dont on a ouvert cette collection avec les contineurs de Tahiti, avec les 14 comptines qui a beaucoup plu ici. On a fait des réimpressions et des réimpressions, voilà. Donc des CD audio, des imagiers sonores locales avec Madame Carotte et Christine Vinolo. Oui, on essaye de se diversifier pour pouvoir toucher toutes les tranches d'âge et surtout pour montrer la variété qui existe dans la littérature jeunesse sur les supports. Très bien. Utilisés. Et du coup, ce qui m'amène à la question sur la rencontre des publics à travers ces différentes éditions du salon, toutes ces années, comment vous vivez ce contact avec les scolaires, les jeunes qui viennent vous rencontrer les auteurs, vivre des animations sur place? En fait, pour nous, le Salon du Livre, c'est le seul moment où on peut vraiment voir les gens et avoir leur retour aussi sur ce qu'on fait. Bon, évidemment, quand on est en face des gens, on n'a que des retours positifs. Hein. La plupart du temps, on n'a jamais vu quelqu'un qui est venu nous dire que ce qu'on faisait, c'était vraiment nul, ça servait à rien. Mais pour nous, ça permet aussi de savoir quels sont les besoins ou quelles sont les demandes des gens. Parce que, par exemple, de manière générale, ceux qui viennent au Salon du Livre, ce sont des habitués ou ce sont des enfants qui ont grandi en même temps que la maison d'édition et qui nous demandent, et qui du coup achètent maintenant pour leurs enfants parce que ce qu'on propose leur plaît et qu'ils voudraient retransmettre ça à leurs enfants, quoi, hein. Du coup, pour nous, ça nous permet aussi de voir l'aura qu'à notre maison d'édition ici en Polynésie. Et oui, voilà. D'accord. Et si on peut parler des nouveautés que vous présentez pour cette édition 2020? Oui, alors pour cette année, on n'a pas beaucoup de nouveautés, mais on est très content de la petite nouvelle là, qui est arrivée, du petit nouveau qui est arrivé la semaine dernière, qui s'appelle Les longs cheveux de Watiti, qui en plus a été réalisé avec un invité du Salon du Livre qui est Laurent Cardon. Et voilà, et on est content de cette nouveauté parce qu'elle a été écrite par une très bonne amie qui s'appelle Virginie Pratt et qui a travaillé un petit peu avec nous il y a quelques années et qui a été apparemment, puisqu'elle en a fait une histoire, qui a été touchée par, qui a été étonnée de la longue chevelure de ma maman, et du coup c'est comme ça qu'est née cette histoire, Les longs cheveux de Watiti. Du coup c'est sympa de voir un ouvrage comme ça où deux personnes qu'on a connues dans des endroits et des univers différents se rencontrent pour pouvoir créer un ouvrage, une nouvelle histoire de famille. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est ce qui se passe en fait dans notre maison d'édition, c'est que pratiquement tous les ouvrages qu'on a édités se sont faits par des rencontres en fait. Ça n'a jamais été vraiment qu'un manuscrit qu'on reçoit et qu'on aime bien et qu'on édite. Finalement, c'est parce qu'on a rencontré une personne, que le feeling est bien passé. Il y a une histoire derrière. Voilà. Parce que Laurent Cardon, en fait, si on revient, il avait été invité dans une édition antérieure, c'est ça? Oui, et puis du coup, comme on avait beaucoup de livres pour enfants et qui fait l'illustration jeunesse, mon papa s'est naturellement rapproché de lui et puis ça a bien collé et ça a donné Les longs cheveux de Watiti. Et au niveau des illustrateurs, puisqu'on parle de livres jeunesse, donc il y a quand même un intérêt fort, un penchant fort pour l'illustration. Quel regard on peut porter sur les illustrateurs locaux au Fénois en 2020? Alors c'est vrai qu'on nous pose souvent la question si c'est un illustrateur de Tahiti ou du moins des îles, mais en fait la difficulté c'est que c'est vrai qu'ici en Polynésie on a beaucoup de jeunes qui dessinent très très bien, mais l'illustration jeunesse c'est pas
Enfin, c'est pas parce que tu dessines bien que tu peux dire que ton dessin peut s'accorder à de l'illustration jeunesse. On en a eu un, comme par exemple Heymana, qui a fait La pêche miraculeuse de Tino Rua, donc il y a un local, ou Anthony Sierfock qui a illustré l'un de nos derniers albums qui est Les légendes de Polynésie, mais on en trouve encore très peu parce que souvent c'est soit un style graphique qui est hyper inspiré des mangas et nous c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche c'est un illustrateur qui a vraiment son univers, sa plume, et ici il faut encore travailler ça, ou en tout cas nous on n'en a pas encore croisé et on n'est pas du tout réfractaire, au contraire, hein, si on arrive à avoir un auteur d'ici et un jeune ou un illustrateur d'ici, pour nous c'est tout bénéf, c'est tout gagnant, quoi, hein. Sauf que pour l'instant, pour les illustrateurs, on est encore obligé d'aller à l'extérieur, pour la majorité, hein. Ça viendra peut-être. Oui, ça viendra, on espère. Et puis maintenant, il y a quand même beaucoup de jeunes qui partent à l'extérieur faire leurs études en animation. Je pense à Aura Supply, avec qui on a fait les mots de Hina, qui en fait on a rencontré là sur le un salon du livre et qui nous a proposé son projet. Donc on l'a édité parce que c'était une fille d'ici, qui illustrait ici. Elle est partie faire ses études en France et maintenant elle est dans l'illustration. Donc nous... il y a plein de jeunes maintenant qui, je pense, vont à l'extérieur et puis reviennent beaucoup plus armés et on les attend. On vous attend. Bon, le message est passé. Voilà. Est-ce que tu pourrais, si tu devais nous raconter peut-être parmi ces différentes éditions du salon, quelque chose qui t'a marqué lors d'une rencontre, d'une animation, d'une discussion ou un événement? Oui, alors moi, là tu me poses cette question, c'est tout de suite, je pense à Pinei Nei. C'est un événement, je trouve, qui pour nous est marquant parce que, c'est comme je disais tout à l'heure, ici la culture polynésienne est orale et je trouve que cet événement arrive à mêler l'écrit et l'oral puisqu'il se base sur des textes et puis en plus, je trouve que c'est hyper bien mis en lumière avec, pour le coup, que des locaux, tu vois, et puis il y a du mélange du contemporain, de polynésien. Enfin, je trouve c'est le plus top des événements. Ouais, je trouve qu'il est complet cet événement. Et je trouve que tous les ans, il fait encore mieux, tu vois. Je trouve que ça se renouvelle en fait. C'est un événement que moi, en tout cas, j'attends tous les ans avec impatience pendant le Salon du Livre. C'est vrai, et puis en plus cette année, ils fêtaient leurs 10 ans et c'était diffusé en live streaming gratuit. Donc encore une innovation, jouer sans public. Et les éditions des Mers Australes, donc dans les mois à venir, les années à venir, qu'est-ce que ça se destine vers où est-ce que vous embarquez votre pirogue? Alors où est-ce qu'on embarque notre pirogue? Je ne sais pas, mais en tout cas on y va. Nous, notre souhait, ce serait de pouvoir continuer à faire des histoires locales qui divertissent. Mais en fait, on marche un peu... c'est difficile en fait de se projeter parce que comme je te disais, tous nos ouvrages, on les édite un peu au coup de cœur. Donc on ne sait pas quel coup de cœur on va avoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut continuer dans la jeunesse, qu'on veut pouvoir proposer encore plus de choses pour les jeunes d'ici et pour ceux de l'extérieur. Mais ce n'est pas notre but forcément d'aller à l'extérieur. Mais sur des supports peut-être plus variés, je sais pas. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce milieu-là. Ok, est-ce que tu veux ajouter peut-être une dernière chose par rapport au salon ou aux éditions des Mers Australes? Qu'est-ce que je veux rajouter? Eh bien, lisez. Pour vous évader. En plus, là, on est en période propice à la lecture, donc faites-vous plaisir, n'ayez pas peur des mots et partageons la lecture aussi, voilà. C'est important. Ok, Mauru et Manu, et puis à bientôt pour une nouvelle rencontre avec des éditeurs locaux.